Toujours avec notre héros Tom Sawyer, laissez-moi, chers auditeurs, vous inviter ce soir à plonger dans un monde de mystère, d'aventure et d'amitié. L'intrigue s'intensifie lorsque Tom et Huck décident d'explorer une maison hantée. Ils découvrent alors un trésor caché, volé par les bandits. Leur découverte les met en danger car les criminels cherchent à récupérer leur butin. Tom et Huck doivent faire preuve d'intelligence et de courage pour protéger le trésor et résoudre le mystère du vol. Tout garçon digne de son nom éprouve un jour ou l'autre l'irrésistible envie de partir à la recherche de quelque trésor caché. Tom sentit un jour ce besoin brusquement. Il alla donc voir Joe Harper, mais n'obtint pas de succès de ce côté. Il alla trouver Ben Roger. Celui-ci était à la pêche. C'est alors qu'il rencontra Huck Finn, auquel il confia le projet en grand secret. Huck était toujours prêt à participer à toute entreprise divertissante et n'exigeant pas de capitaux. « Où qu'on va creuser ?» demanda Huck. « N'importe où. »« Quoi ? C'est donc caché partout. »« Non, bien sûr. C'est caché dans des coins baroques, sur un îlot ou dans un vieux coffre pourri sous une branche de vieillard mort. Faut que ce soit bien dans le noir, à minuit, mais c'est le plus souvent sur le parquet, dans les maisons hantées. Dis-moi, où qu'on va creuser pour commencer ? Ma foi, je sais pas. Si on allait fouiller autour de l'arbre mort, là-haut, de l'autre côté de Stillhouse. D'accord. Munis d'une pioche tordue et d'une pelle, ils se mirent en route et arrivèrent, haletants et suants, près d'un vieil orme sous lequel ils s'assirent pour se reposer en fumant une pipe. « Ça me plaît ça, dit Tom. »« À moi aussi, dit donc Huck. Si on trouve un trésor ici, qu'est-ce que tu feras de ta part ? » Eh bien, je m'offrirai tous les jours un petit pâté et un soda et j'irai au cirque le jour qui passera. Je me donnerai du bon temps, tu sais. Tom mettra pas un peu de côté ? En mettant de côté, pourquoi faire ? Pour avoir de quoi vivre un bon temps paradis. Ça servirait à rien. Un de ces jours, papa passerait par ici et mettrait le grappin dessus. Je te garantis qu'il n'en aurait pas pour longtemps. Mais toi, Tom, qu'est-ce que t'en feras ? Moi, je m'achèterai un tambour tout neuf, une bonne épée, une cravate rouge et un petit chiot, et je me marierai. Te marier ? Bien sûr. Mais dis donc, Tom, t'es pas un peu dérangé ? Non, je t'assure. Tu verras bien. Allons, Tom, tu n'y penses pas. Ça serait la dernière de sottises. Les filles sont toutes les mêmes. Ils vous en font voir. Si tu veux mon avis, vaut mieux que tu réfléchisses encore un peu. Comment elle s'appelle, cette donzelle ? C'est pas une donzelle, c'est une fille. C'est pareil, on dit les deux. Mais comment donc qu'elle s'appelle ? Je te le dirai une autre fois, pas maintenant. Bon, ça fait rien. Mais si tu te maries, moi je resterai tout seul. Non, pardi, tu viendras habiter avec nous. Mais laissons ça et allons plutôt creuser. Une demi-heure durant, ils travaillèrent à la sueur de leur front, sans résultat. Ils peignèrent une demi-heure encore, toujours sans résultat. Alors, ils choisirent un nouvel emplacement et se mirent à la tâche. Ils creusèrent un bon moment avec ardeur, en silence. Enfin, Huck, appuyé sur sa pelle et essuyant sur sa manche les gouttes qui parlaient à son front, demanda « Où qu'on va creuser quand on aura fini avec ce trou-ci ? On pourrait essayer le vieil arbre qui est là-bas, de l'autre côté de Cardiff Hill, derrière chez la veuve. Ça doit être un bon coin, mais la veuve voudrait peut-être nous le prendre. Tom, c'est sur son terrain. Nous le prendre, faudrait voir qu'elle essaye.
Celui qui trouve un trésor caché, le trésor est à lui et le propriétaire du terrain n'a rien à y voir. Ils se remirent à l'ouvrage. Au bout d'un moment, Huck déclara: Sapristi, on doit être encore dans les mauvais coins. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très curieux. Huck, je comprends pas. Quelquefois, il y a les sorcières qui se mettent en travers. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais non, voyons, les sorcières, ils n'ont pas de pouvoir dans le jour. C'est vrai. J'y avais pas pensé. Ah, j'y suis. Quel imbécile on est. Faut creuser à minuit. Là où tombe l'ombre de la branche. Alors on a fait tout ce travail-là pour rien. Et faut revenir à minuit. Mais c'est loin ici. Tu pourras sortir? Bien sûr. Et il faut qu'on revienne ce soir même. Sont ça des types pour revoir ces 3 trous? Alors il comprendrait tout de suite de quoi il s'agit et il chercherait. C'est bon, on reviendra ce soir. D'accord, cachons les outils sous les broussailles. Le soir même, à l'heure dite, les 2 amis, assis sur l'arbre, attendaient. L'endroit était désert. Des esprits chichotaient parmi les feuilles bruissantes. Des fantômes rôdaient dans le coin obscur. Un chien hurlait au loin. Les 2 garçons, impressionnés par les peu, quand ils jugèrent minuit venu, ils se mirent à creuser juste sous la branche. Soutenus par un espoir nouveau, ils travaillèrent à un rythme rapide, et le trou prenait rapidement de la profondeur. Dès que la pioche heurtait quelque chose de dur, leur cœur battait plus fort, mais c'était chaque fois pour éprouver une déception nouvelle. Il ne s'agissait que d'une pierre ou d'un morceau de bois. Tom dit enfin: Inutile de continuer, Huck, c'est pas encore ici. Pourtant, on n'a pas pu se tromper. On a bien repéré l'ombre de la branche au centimètre. Oui, mais il y a autre chose. Quoi? L'heure. On l'a seulement deviné. Et c'était peut-être trop tôt ou trop tard. Huck lâcha sa pelle. C'est ça, dit-il, c'est bien ça, le malheur. Faut donc abandonner. On ne saura jamais l'heure exacte. Et d'ailleurs, c'est trop horrible ici, avec ces fantômes et ces sorcières qui se promènent tout autour. J'en ai la chair de poule depuis qu'on est arrivé. Ma foi, moi aussi, Huck. Ceux qui enterrent un trésor, ils mettent presque toujours un mot à côté pour veiller dessus. Dis donc, si on abandonnait ce coin-là pour essayer autre part, ça vaudrait mieux, c'est bien mon avis. Mais où irons-nous? Tom réfléchit un instant, puis il dit: La maison hantée, allons-y. Sapristi, Tom, j'aime pas les maisons hantées. C'est encore pire que les morts. Les morts, ça peut venir vous parler, mais ça vient pas rôder. Couvert d'un linceul quand on s'y attend le moins. Ça, Tom, je pourrais pas le supporter, je t'assure. Bien sûr, Huck, mais les fantômes, ça se promène que la nuit. Si on allait creuser par là, dans le jour, ils nous laisseraient tranquilles. Tu sais bien que les gens vont pas du côté de cette maison hantée, ni le jour, ni la nuit. Tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas aller là où il y en a eu un assassinat. Pourtant, on n'a jamais rien vu la nuit. Sauf une petite lumière bleue à une fenêtre, mais jamais de vrais fantômes. Quand tu vois des petites lumières bleues vacillantes, tu peux être sûr qu'il y a un fantôme dans les parages. Oui, peut-être, mais en tout cas, il ne se promène pas dans le jour. Alors, de quoi on aurait peur? Allons, c'est bien. On va explorer la maison hantée. Si tu y tiens, mais c'est risqué, à mon avis. Cependant, il avait commencé à descendre la côte. Au milieu de la vallée baignée de la lune se dressait la maison hantée. Les 2 garçons la contemplèrent un instant, se demandant si la petite lumière bleue allait apparaître à l'une des fenêtres, puis parlant à voix basse, comme il convient à cette heure et en pareil voisinage. Ils virèrent à droite afin de passer au large de la maison hantée et prirent le chemin de chez eux en passant à travers les bois. Le lendemain, vers midi, les 2 garçons arrivaient au pied de l'arbre mort.
Ils venaient chercher leurs outils. Tom était impatient d'explorer la maison hantée. Huck, plus réservé, demanda à Brûle pourquoi. Dis donc, Tom, tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Tom compta mentalement les jours de la semaine et bientôt levant des yeux inquiets, il s'écria: Ma foi, Huck, je n'y avais pas pensé. Moi non plus. Ça m'est venu brusquement à l'idée qu'on était vendredi. Faut être prudent, Huck. On risquait de se mettre dans le beau drap si on se lançait dans une affaire pareille un vendredi. Sûr, s'il y a 10 jours de chance, c'est toujours pas le vendredi. Ça même, les plus ignorants le savent. T'es pas le premier à l'avoir trouvé, Huck, mais vaut mieux se méfier. Être prudent et laisser cette affaire-là pour aujourd'hui. On va jouer plus tôt. Tu connais Robin de Bois? Non. Qui c'était? C'était un voleur et un des plus gros hommes qu'on ait jamais vu en Angleterre. Tom expliqua à Huck qui était Robin des Bois. Ils jouèrent tout l'après-midi, jetant de temps à autre un coup d'œil du côté de la maison hantée et envisageant les possibilités d'action pour le lendemain. Le samedi, peu après-midi, ils se retrouvaient au pied de l'arbre mort. En arrivant à la maison hantée, ils prirent peur et hésitèrent un moment à y pénétrer. Puis, se glissant jusqu'à la porte, ils jetèrent un coup d'œil inquiet à l'intérieur. Ils virent une salle sans plancher envahie par la végétation, des murs décrépits, une vieille cheminée, un escalier croulant. Les deux enfants entrèrent à pas feutrés, le cœur battant très fort, l'oreille attentive au moindre bruit, prêts pour une retraite précipitée. Mais bientôt, leurs craintes s'atténuaient. Ils examinèrent le lieu avec intérêt, étonnés eux-mêmes de leur hardiesse, et ils voulurent aller explorer l'étage supérieur. C'était en quelque sorte se couper la retraite, mais ils s'encouragèrent mutuellement et laissant leurs outils dans un coin, ils entreprirent l'ascension. Ils découvrirent une armoire qui promettait de livrer quelques mystérieux secrets. Promesse trompeuse. L'armoire était vide. Ils se préparaient à redescendre et à se mettre au travail quand Tom fit « Chut !»« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Huck, déjà blême de peur. « Chut ! Écoute, tu entends ?»« Oui, oh mon Dieu, courons vite !»« Tiens-toi tranquille, ne bouge pas, il vient droit sur la porte. » Les deux garçons s'allongèrent sur le plancher, les yeux collés contre une fissure, ils attendirent à demi-mort de frayeur. Deux hommes entraient, chacun des deux enfants se dit en lui-même: « Tiens, voilà le vieil espagnol sourd-muet, qu'aéré dans la ville une fois ou deux. L'autre, je l'ai jamais vu. » Cet autre, c'était un pauvre air en nio-ursite et dont le visage n'offrait rien d'attrayant. L'espagnol portait le châle à rayures du sud-américain. Il avait d'épais favoris blancs, de longs cheveux flottants sous le sombrero et les yeux protégés de lunettes vertes. Ils entrèrent. « Non, disait l'homme hirsute. J'y ai bien réfléchi, et ça ne me plaît pas, c'est dangereux. »« Dangereux ?» s'écria le sourd muet. À la grande stupéfaction des deux enfants, Paul mouillé, va. Au son de cette voix, les enfants frémirent. C'était celle de Joe l'Indien. Joe reprit: « Tu crois que c'est plus dangereux que l'autre trafic, là-bas? Pourtant, il s'est rien passé. C'est différent là-bas, près de la rivière. Il n'y a pas une maison autour. Personne n'aura jamais qu'on a essayé, puisqu'on n'a pas réussi. Mais, sapristi, il n'y a rien de plus dangereux que de venir ici en plein jour. Si quelqu'un nous voit, on est soupçonné. Je sais bien, mais après cette sale affaire, il n'y avait pas un autre endroit aussi commode. Moi, je ne veux pas rester dans cette baraque. Déjà hier, je ne voulais pas y rester, mais on ne pouvait pas essayer d'en sortir. Avec ces sacrés gamins qui jouaient là-haut, ils auraient tout vu.
Les sacrés gamins frémirent une fois de plus et s'estimèrent fort heureux d'avoir renoncé à leur entreprise le vendredi. Après un long silence, Jean l'Indien reprit. « Écoute un peu, mon vieux. Tu vas remonter le fleuve et retourner dans ton pays. Là, t'attendras d'avoir de mes nouvelles. Je vais me risquer une fois encore à entrer dans le patelin pour voir. Ce truc dangereux, on s'y lancera qu'après avoir un peu exploré dans les parages pour s'assurer que tout s'annonce bien. Et après ça, en route pour les Texas. On y va par le train 11, tous les deux. Le projet était alléchant. Les deux hommes alors se mirent à bâiller et Joe l'Indien déclara « Je meurs de sommeil. C'est ton tour de monter la garde. » Il se roula dans l'herbe et ne tarda pas à ronfler. Son camarade le secoua une fois ou deux, et il se calma. Mais bientôt le guetteur succombait à son tour au sommeil, et les deux hommes ronflaient en chœur. Tom dit à voix basse « C'est le moment, viens, je peux pas dire que. S'il se réveille, j'en mourrai. » Tom insista. « t'es bon. » Enfin Tom se leva lentement, sans bruit, et voulut s'en aller seul. Mais le premier pas qu'il fit arracha au plancher un craquement si lugubre que le pauvre garçon s'effondra à demi-mort de frayeur. Il ne renouvela pas sa tentative. Et les deux amis restèrent là à compter les minutes interminables. Enfin, ils rendirent grâce au ciel en voyant se lever l'aurore. L'un des ronfleurs alors cessa. Jean l'Indien se redressa, regarda autour de lui, eut un sourire sardonique à l'adresse de son camarade, qu'il vit la tête appuyée sur le genou, et le secoua du pied et dit « Allons, t'es de garde, pas vrai ?»« Oui, ça y est, rien passé. » Sapristi, je dormais donc. Un peu, mais il est bientôt temps de s'en aller. Vieux, qu'est-ce qu'on va faire de ce baluchon qui nous reste? Je sais pas. Le laisser ici, comme toujours. On le reprendra quand on partira pour le sud. Ça ne servirait à rien pour le moment. Et 650 $ en argent, c'est pas rien à porter. Bon, ça ne gênera pas de revenir ici. Mais on y reviendra la nuit. Comme on avait fait jusqu'ici, c'est mieux. Mais écoute un peu. C'est peut-être pas tout de suite qu'on aura notre chance pour ce trafic. Vaudrait mieux enterrer ça et l'enterrer profond. Bonne idée. Et l'homme, ayant traversé la pièce, se mit à genoux, souleva l'une des pierres formant le fond de la cheminée et sortit un sac qui tintait agréablement. Il en tira 20 ou 30 $ pour lui et autant pour Joe l'Indien, auquel il tendit ensuite le sac. Joe, à genoux dans un angle de la pièce, creusait le sol avec son couteau-poignard. Les garçons oublièrent aussitôt toute leur frayeur, toute leur inquiétude. Ils observaient le moindre mouvement avec des regards de convoitise. C'était là leur chance, et la réalité était plus belle encore que tout ce qu'il avait pu imaginer. 600 $. Le couteau de Joe heurta un objet résistant. « Tiens, fit-il. Qu'est-ce que c'est » demanda son camarade. « Une planche pourrie, non ?»« C'est un coffre, je crois. Viens donc me donner un coup de main, qu'on voit ce que c'est. »« Non, pas la peine, je l'ai percé. » Il y porta la main et la retira en disant « Mais c'est de l'argent. »« Nom d'un petit bonhomme. » Les deux hommes examinèrent la poignée de pièces de monnaie. Des pièces d'or. Les garçons là-haut étaient tout aussi excités et ravis qu'eux. Le camarade de Joe dit « Ça, on n'en a pas pour longtemps. Il y a une vieille pioche rouillée dans le coin là-bas, de l'autre côté de la cheminée. Je l'y ai vue il y a une seconde. » Il alla chercher la pelle et la pioche des garçons. Joe l'Indien s'empare de la pioche, l'examina en connaisseur, hocha la tête, marmonna quelque chose entre ses dents et finalement en fit usage. Le coffre ne tarda pas à être déterré. Il était assez petit,
cerclé de fer et avait certes été très solide avant que le temps ne parvint à l'endommager. Les hommes contemplèrent un instant de trésor en silence. Il y a des milliers de dollars ici, dit Joe l'Indien. On avait toujours dit que la bande à Murel rôda dans ces parages un été, remarqua l'inconnu. Je sais ça, répondit Joe l'Indien, et ça lui ressemble, ma foi. T'as pas besoin maintenant de faire l'autre boulot. Le métis fronça les sourcils et dit, un éclair mauvais dans les yeux. Tu me connais pas. Du moins tu sais pas tout. C'est pas seulement du vol, c'est de la vengeance. J'aurai besoin de ton aide. Et quand ça sera fini, le Texas, toi, va retrouver ta Nance et tes gosses, et tiens-toi tranquille en attendant de mes nouvelles. Bon, si tu y tiens. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On le remet en terme? Oui. On éprouva là-haut une joie délirante, suivie bientôt d'amers regrets, car Joe reprenait. Non, j'allais oublier. Il y a de la terre fraîche sur cette pioche. Et qu'est-ce qu'elles font là, cette pelle et cette pioche? Qu'est-ce qui les a apportées alors? L'enterrer pour s'apercevoir au retour qu'on aurait remué la terre. Non, ça va pas. Je vais plutôt l'emporter dans ma cachette. Les deux garçons étaient de nouveau à demi-morts de frayeur. Mais bien sûr, reprit l'homme, j'aurais dû y penser. La cachette numéro 1, tu veux dire? Non, la numéro 2, ceux la croient. L'autre, elle est mauvaise, trop banale. Joe l'Indien se leva, alla d'une fenêtre à l'autre, prudent, et il observa au dehors et dit, « Il y a bien quelqu'un qui a apporté ces outils ici. Crois-tu qu'il serait là-haut? » Les enfants en le souffle coupé. Joe l'Indien porta la main à son couteau, hésita un moment et se dirigea vers l'escalier. Les garçons eurent une idée, l'armoire, mais leur force les trahirent. L'escalier grinçait sous les pas de l'homme. Alors, devant l'imminence du danger, l'énergie des deux jeunes gens, un instant ébranlée, se réveilla. Ils bondirent vers l'armoire quand, dans un fracas de bois pourri, Joe l'Indien se retrouvait étendu à terre parmi les débris de l'escalier effondré. Il se redressa avec force, jurant, et son camarade dit, « À quoi ça sert tout ça? S'il y a des types là-haut, qu'il y reste. Nous, on s'en fiche. S'ils veulent sauter en bas, libre à eux de se casser la figure. D'ici un quart d'heure, il fera nuit. Qu'ils ne suivent, si le cœur leur en dit. À mon avis, ceux qui ont balancé les trucs là, ici, ils nous ont vus et dû nous prendre pour des démons ou des revenants. Et je parie bien qu'ils le croient encore. » Joe fit entendre quelques grognements, puis il convint avec son ami de profiter du peu de jour qui leur restait pour se préparer au départ. Peu après, ils se glissaient en dehors dans le crépuscule et munis de leurs précieux coffres. Ils se dirigèrent du côté du fleuve. Tom et Huck se redressèrent grandement soulagés, et par les fissures de la baraque, ils regardèrent les hommes s'éloigner. Ils ne parlaient guère, mais maudissaient la malchance qu'ils avaient poussé à déposer là, leurs pelles et leurs pioches. Sans ces témoins, Joe l'Indien n'aurait rien soupçonné. Il aurait caché là l'or et l'argent, en attendant que fût satisfaite sa vengeance, et il serait revenu pour ne plus rien trouver. Les garçons résolurent d'avoir l'œil sur cet Espagnol quand il viendra en ville, guettant l'occasion de se venger, et de le suivre jusqu'à la cachette numéro 2, où qu'elle soit. Alors Tom, saisi d'une inquiétude nouvelle, demanda « Sa vengeance, Huck, si c'était contre nous ?» ?»« Mais non, dit Huck, prêt à défaillir. » Ils en discutèrent tout le long du chemin et admirent d'un commun accord qu'il pouvait fort bien s'agir de quelqu'un d'autre. De toute manière, il ne pourrait s'agir que de Tom, puisque lui seul avait témoigné. Tom n'éprouvait nul réconfort à se savoir isolé dans le danger. En pareil cas, il eût préféré se trouver en bonne compagnie. Cette nuit-là, Tom eut le sommeil fort troublé par l'aventure de la journée.
Par 4 fois, il se vit en rêve tenir entre ses mains le précieux butin, et 4 fois celui-ci lui fondit entre les doigts à mesure qu'il se réveillait et revenait à la dure réalité. Il se dit qu'en fait, il n'avait fait que rêver. L'argument le plus solide en faveur de cette hypothèse, c'était cette somme d'argent, beaucoup trop importante pour être réelle. Jusqu'alors, il n'avait jamais vu plus de 50 $ à la fois et il imaginait volontiers que les centaines et les milliers de dollars dont ils entendaient parfois parler n'étaient que des expressions employées dans la conversation. Pourtant, il inclinait à penser qu'après tout, ce n'était peut-être pas un rêve. Il fallait en finir avec cette troublante incertitude. Aussi décida-t-il d'aller trouver Huck dès que le petit déjeuner serait absorbé. Huck, assis sur le plat-bord d'une barque, les jambes pendantes et les pieds dans l'eau, avait l'air fort nostalgique. Tom voulait amener son ami à aborder lui-même la question. S'il ne l'abordait pas, c'est que toute l'aventure n'était qu'un rêve. Bonjour, Huck. Bonjour. Après un instant de silence, Huck reprit. Dis donc, Tom, si on avait laissé ces sacrés outils au pied de l'arbre mort, on irait empocher l'argent? C'est triste tout de même. C'est donc pas un rêve, c'est pas un rêve et je le regrette presque. Qu'est-ce que c'est pas un rêve? Cette histoire d'hier, je commençais à le croire. Un rêve? Si l'escalier s'était pas effondré. T'aurais vu comme c'était un rêve. J'en ai eu des cauchemars toute la nuit. Et je voyais cet assassin d'Espagnol qui me poursuivait tout le temps. Mais non, il faut le chercher et découvrir sa cachette. On ne le retrouvera jamais, Tom. On n'a pas 2 fois sa chance pour un magot pareil. Et celui-là est perdu. D'ailleurs, je mourrais de peur si jamais je revoyais le type. Moi aussi. Pourtant, j'aimerais bien le retrouver et savoir où est sa cachette numéro 2. Numéro 2? Oui, c'est bien ça. J'y ai réfléchi, tu sais, mais je vois pas ce que ça peut être. T'as une idée, toi? Je sais pas trop. Mais dis donc, Huck, est-ce que ça serait pas le numéro d'une maison? Mais non, Tom, tu sais bien que les maisons n'ont pas de numéro ici. C'est vrai alors. C'est peut-être un numéro de chambre d'auberge. Bonne idée. Ça doit être ça. Et des auberges, il n'y en a que 2 dans le village. On aura vite fait de trouver. Reste ici, Huck, jusqu'à ce que je revienne. Tom fila aussitôt. Il ne tenait pas à se montrer dans les lieux publics en compagnie de Huck. Il apprit, dans la meilleure des 2 auberges du pays, la chambre numéro 2 était depuis longtemps occupée par un jeune avocat. Dans l'autre auberge, plus modeste, le numéro 2 recelait un mystère. Le fils de l'aubergiste déclara que cette chambre était constamment fermée à clé et qu'il ne voyait jamais personne y entrer ni en sortir, si ce n'est à la nuit. Il ne savait comment expliquer la chose et ne manifestait guère de curiosité à cet égard. Il s'en amusait imaginant la chambre hantée. Il avait aussi remarqué une lumière dans cette pièce la nuit précédente. Voilà ce que j'ai appris, Huck. C'est bien ce numéro 2 qui nous intéresse, je pense. Je le crois aussi, Tom. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Laisse-moi réfléchir. Tom réfléchit longuement et dit enfin. Écoute, la porte de derrière de ce numéro 2 donne dans un petit chemin qui passe entre l'auberge et le tas de détritus de la briqueterie. Tu t'empares de toutes les clés que tu peux trouver. Moi, je chipe toutes celles de ma tante et la première nuit, qu'il fait bien noir, on va les essayer. Mais fais bien attention d'avoir l'œil sur Joe l'Indien, car il a dit qu'il allait se promener dans la ville et guetter l'occasion de se venger. Si tu le vois, suis-le, et s'il ne vient pas dans ce numéro 2, c'est que c'est pas le bon endroit. Sapristi, mais je peux pas le suivre à moi tout seul. Pourquoi pas? T'attendras qu'il fasse nuit, bien sûr. Il te verra peut-être même pas. Et s'il te voit, il se doutera de rien. Allons, je veux bien le filer s'il fait noir. J'essaierai toujours.
Sûr qu'il faut le suivre s'il fait noir, Huck. S'il s'aperçoit qu'il ne peut pas prendre sa revanche, il est capable de revenir chercher ce poignot. C'est vrai, Tom, je le suivrai. Ça, c'est bien dit. Mais va pas flancher, Huck. Moi, je tiendrai le coup. Le soir même, Tom et Huck étaient prêts à tenter la grande aventure. Ils rôdèrent dans le voisinage de l'auberge jusqu'à 9 heures passées. Mais la nuit s'annonçait belle. Aussi Tom rentra-t-il à la maison. Il fut convenu entre les deux garçons que si l'obscurité se faisait assez dense, Huck viendrait appeler Tom. Celui-ci se glisserait alors en dehors pour aller essayer les clés de sa tente. Mais la nuit reste claire et Huck alla se coucher vers minuit dans une barrique vide. Le mardi, les garçons n'eurent pas plus de chance. Le mercredi, pas davantage. Le jeudi s'annonçait plus favorable. Au moment opportun, Tom se faufila en dehors, muni de la vieille lampe tempête de sa tante et d'une grande serviette pour en atténuer l'éclat. 1 heure avant minuit, la taverne se ferme et ses lumières s'éteignirent. Nul Espagnol ne s'était montré, personne n'était passé dans le sentier. Tom prit sa lanterne, l'enveloppa de la serviette et les deux aventuriers gagnèrent la taverne. Huck montait la garde et Tom avançait à tâtons dans le sentier. Il y eut alors un moment d'attente angoissé qui parut à Huck horriblement pesant. Il lui semblait que Tom avait disparu depuis des heures. S'était-il évanoui? Était-il mort? Huck, peu à peu, s'approchait du sentier. Il redoutait toutes sortes de choses affreuses, mais soudain, une vive lueur jaillit, et Tom, passant à côté de lui en tombe, lui cria « Cours vite, file, c'est une question de vie ou de mort !» Huck ne se le fit pas dire 2 fois. Aussitôt, il se mit à courir de toute la vitesse de ses jambes. Les deux garçons ne s'arrêtèrent qu'à l'autre bout du village, où ils se réfugièrent dans un abattoir désaffecté. L'orage aussitôt éclatait et la pluie tombait drue. Tom put enfin reprendre haleine et il dit « C'était horrible, tu sais, Huck, j'ai essayé de décler aussi doucement que possible. Mais ils ont fait un tel vacarme que je mourrais de peur. Et ils n'en voulaient pas tourner dans la serrure alors. Sans même savoir ce que je faisais, j'ai tourné le bouton et la porte s'est ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. J'ai bondi dedans, écarté la serviette et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que t'as vu, Tom? Joe l'Indien étendu par terre. J'ai failli lui marcher dessus. Sapristi, il s'est réveillé? Non, il n'a pas bougé. Saoul, je suppose. J'ai empoigné la serviette bien vite et j'ai filé. Et la boîte, Tom, tu l'as vue? J'ai pas eu le temps de regarder, mais je l'ai pas vue. De toute manière, j'ai pas vu la croix non plus, mais qu'une bouteille et un gobelet posés par terre à côté du Joe l'Indien. Mais dis donc, Tom, c'est bien le moment de trouver ce coffre si Joe l'Indien est saoul. Mais oui, essaye. Huck frémit. Non, dit-il, je n'ai pas l'intention. Ni moi non plus, Huck. Une seule bouteille à côté du Joe l'Indien, ça suffit pas. Il en faudrait bien 3 pour être sûr qu'il est assez saoul. À ce moment-là, j'y serais allé carrément. Ils réfléchirent encore un bon moment. Puis Tom déclara « Écoute, Huck, vaut mieux pas tenter ce truc-là avant d'être sûr que Joe l'Indien est pas dedans. C'est trop horrible. Si on monte la garde tous les soirs, on ne peut pas manquer de le voir sortir un jour ou l'autre. À ce moment-là, on n'en a pas pour longtemps d'emporter le coffre. Bon, je veux bien. Je guetterai toutes les nuits si tu te charges de l'autre partie du boulot. C'est d'accord. T'as qu'à venir faire miaou du côté de Upper Street. Et si je dors, tu lances des petits cailloux sous ma fenêtre. Ça me réveillera. Compte sur moi. Et maintenant que l'orage est passé, je vais rentrer. Dans 2 heures, il commencera à faire jour. Tu veux retourner guetter jusqu'à là? J'ai promis, Tom, et je tiendrai parole. Je monterai la garde autour de cette taverne toutes les nuits.
pendant 1 an s'il faut, et je dormirai dans la journée. Parfait. Et où iras-tu coucher? Dans le grenier à foin de Ben Roger. Il permet, et Jacques, le vieux noir qui travaille chez son père, veut bien aussi. Allons, Huck, si j'ai pas besoin de toi dans le jour, je te laisserai dormir. J'irai pas te déranger sans raison. Et toi, dès que tu vois quelque chose dans la nuit, tu viens m'avertir. Chers auditeurs, notre histoire pour ce soir est terminée. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle aventure de notre héros Tom Sawyer.